Il y avait des collègues femmes qui me parlaient de ça en France, j'en avais rien à foutre. J'étais vraiment genre, en mode, mais c'est quoi ces histoires de parentalité, tout le monde passe par là. Et en fait, quand ça t'arrive à toi, bah, tu commences à être ouvert aussi à comment ça se passe pour les autres. Le congé paternité, en fait, ça touche ton rapport à l'éducation, à la famille, au travail, à des concepts hyper compliqués aussi, genre masculinité, virilité, et de manière générale sur l'image qu'on renvoie de soi-même. Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Aujourd'hui, nous recevons un papa devenu une référence dans le monde du congé parental, aussi bien en France qu'en Norvège. Et d'ailleurs, quand on est arrivé il y a quasiment 7 ans, tu sais pas, mais tu avais rapidement attiré mon attention parce que tu travailles dans le CRM, Oui. et moi aussi. Et puis parce qu'avec ton activité autour du congé paternité, mais ça c'était avant même que moi j'ai des enfants. Avant de passer le micro à Lucie pour les petites questions, j'en profite pour faire mon trait d'œil de congé paternité. On va beaucoup parler de ça aujourd'hui, mais dans une semaine, je reprends le boulot, donc c'est sympa d'en voir les collègues, mais quand même après presque 5 mois, t'y retournes quand même le cœur lourd. On va pouvoir discuter tout ça, donc merci beaucoup pour ta présence, on est super heureux de te recevoir. Eh bien, merci de m'inviter et je pense que tu vas vivre un daddy blues, un tata blues, tu me raconteras. Je vais commencer par quelques petites questions. Comment tu t'appelles? Depuis combien de temps vis-tu en Norvège? Dans quel domaine travailles-tu? Et si tu peux nous partager un petit culture choc que tu as vécu à ton arrivée. Je m'appelle Tristan, donc j'ai 40 ans, 3 enfants. Je suis arrivé en Norvège il y a 10 ans. Ma femme est norvégienne, on habitait à Paris avant, puis on a déménagé quand on a eu notre premier enfant. Je travaille dans le marketing. J'ai travaillé pendant 10 ans chez Nespresso, puis là je viens de commencer un nouveau travail chez Sats. Qui est le club de fitness de Norvège, voire des Nordiques. Des Nordiques, voilà, il y a 700 000 membres dans tous les Nordiques, donc les Norvégiens, comme les Danois, les Suédois, les Finlandais adorent s'entraîner. C'est vraiment culturel ici. D'ailleurs, ça m'avait choqué le premier jour où j'étais venu en Norvège de les voir tous s'entraîner, courir sur genre machine devant des grandes vitres et se montrer un peu tout musclé et tout fort à faire leur footing et à soulever des haltères. C'est des sportifs, ils sont toujours en forme. Quand ils sont pas au ski de fond, ils sont dans les salles de sport. Et je m'étais dit, tiens, c'est pas trop pour moi ça. Puis finalement, 10 ans après, Ne jamais dire jamais. j'ai fait un cours de body pump hier, alors je suis un petit peu Courbaturé, baturé. Parce que je suis pas aussi fort que mes collègues encore. ça va venir. En tout cas, moi, ce qui me choque toujours en Norvège et encore aujourd'hui pour venir à Isui, c'est les comportements des Norvégiens dans les transports en commun. En fait, je trouve que le Norvégien a toujours un peu de mal à parler à son passager qui est juste à côté pour lui dire est-ce que tu peux te lever parce que je dois passer, par exemple, pour ouvrir la porte. Et donc, les Norvégiens vont te regarder avec insistance pour te faire comprendre que tu dois te lever pour le laisser passer, au lieu de dire une chileuse est-ce que je peux juste passer, moi. Et en fait, je trouve que ça me choque toujours à quel point, parfois je dis qu'ils sont un peu handicapés sociaux. Ils n'arrivent pas juste à tu sais, dire excusez-moi, je peux passer. Et moi, je rejoue un peu, donc du coup, je fais simple, je vois qu'il a envie de sortir. J'attends qu'il me parle pour me décaler un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours d'expatriation et de ton parcours de vie? Qu'est-ce qui t'a amené à Oslo? Alors moi, ce qui m'a amené à Oslo, c'est l'histoire d'amour, hein, parce que ma femme est norvégienne. Et puis, en fait, on s'est rencontrés quand on était étudiants en Autriche. Ok. On a fait Erasmus ensemble. Elle étudiait à l'université d'Oslo et moi à la Sorbonne à Paris. On avait chacun une année d'échange à Vienne et on habitait dans la même résidence étudiante Erasmus. Coup de foudre, donc je dis que j'ai dragué une Norvégienne en allemand et j'en suis assez fier. Tu parles allemand du coup. Du coup, j'avais en fait, quand j'étais au collège, pour être dans les bonnes classes à mon époque, il fallait faire allemand première langue et latin. Et donc ma mère m'a fait faire allemand première langue et latin, ce qui m'a permis d'être fort en allemand, mine de rien. Et comme quand j'ai voulu postuler pour étudier en Autriche, comme mes cours étaient en allemand, j'étais un peu le seul à postuler de toute la Sorbonne d'ailleurs, parce qu'il y avait très peu de germanophones. Et donc du coup, j'ai pas eu du tout de problème à intégrer l'université de Vienne. Après, les Autrichiens ont un accent hyper difficile à comprendre. Donc, quand tu te tapes de la macroéconomie ou microéconomie en allemand autrichien. Ça a dû être sympa les cours. Mais en tout cas, on a bien accroché. Puis c'est vrai que comme la Norvège, moi j'avais un imaginaire hyper positif comme pays. Tout de suite, toute sa culture, ça m'avait intéressé. T'imaginais quoi de la Norvège?
J'imaginais des grandes étendues blanches, vallonnées, des fjords. J'imaginais beaucoup de balades dans la nature. J'imaginais, elle me disait, oui, moi j'ai habité dans l'extrême nord. Quand on jette de l'eau dehors, c'est de la glace qui pourrit Ouais. tellement il fait froid. J'imaginais vachement un peu ce qu'on se dit, de style de vie hyperactif, beaucoup de marches, de montagnes, etc. Alors bon, j'avais pas tort. Après, moi, je suis parisien, donc c'est pas du tout mon univers. J'allais très rarement en montagne en France, donc c'était aussi un univers complètement nouveau. Donc, t'es même à l'ancienne, très citadin. Oui. Mm. Né à Paris, école maternelle, primaire, collège, lycée, université. Je sortais pas du périph'. Enfin, mon père on a une maison de vacances en Normandie près de Deauville, donc on est très cliché. Ah ben voilà, Ah ouais, ça ouais. continue. Ouais. Le Tirax. Donc j'ai tout checké du Parisien qui sort pas de Paris intramuros. Trop content à l'idée de pouvoir aller à Oslo, mais Louise, ma femme, elle s'appelait Louise, elle est norvégienne, elle voulait absolument aussi vivre à Paris. Ok. Et donc après, quand on a fini nos études, on a eu un deal. On fait 5 ans à Paris, de nos 25 à nos 30 ans à Paris, et à 30 ans, on ira en Norvège. J'adore, vous avez trop petits contrats comme ça. Ah. Et on devait faire 5 ans en Norvège et après décider, et là, ça c'est 10 ans. Est-ce que vous aviez justement planifié d'abord Paris et ensuite la Norvège en se disant si jamais on agrandit la famille, vaut mieux être en Norvège? C'était Louise est beaucoup sur ce schéma-là. Je devais vivre une vie jeune, active à Paris, mais elle avait observé que Oui, avec des enfants, avec ça les se enfants, on se serait adapté à Paris, il n'y a pas de souci, mais elle était très moteur là-dessus, sur me faire découvrir les crèches, les jardins d'enfants, la vie, même la vie urbaine, elle est hyper aussi autour des balades, autour, près de la rivière. C'est Ouais. très vert. Ouais, c'était l'impression, comme c'était dans une grande ville, tu as quand même un peu l'impression d'être à la campagne aussi. Mais complètement, apparemment, je sais pas si c'est toujours le cas, mais j'avais lu il y a quelque temps que c'était la deuxième capitale ou ville la plus verte au monde derrière Singapour. Elle a joué la carte de la vie familiale sympa. Aussi, elle parlait beaucoup parce que le rythme de travail à Paris aussi, il était hyper intense. Elle me dit non, en Norvège, c'est plus respectueux. Moi, je ne la croyais pas trop parce que dans mes milieux un peu compétitifs, marketing, vente ou commerciaux, une notion de part de marché, de chiffre d'affaires. Donc, il y a quand même un boulot à délivrer. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai trouvé un boulot chez Nespresso au début. J'ai commencé, je me rappellerai toujours, de 15h45, les bureaux sont vides, alors que c'était des gens, ils faisaient des métiers de chef de produit, je sais pas moi, à Paris, on était tous à 19h, on était tous encore au boulot, et puis moi j'étais à Rueil-Malmaison, je prenais le RER A par la Défense, je rentrais chez moi, il était 20h15, 20h30, Ah ouais. et j'arrive et ça change. Et du coup, parfois, sur ce truc-là du boulot, parfois, ce que je trouve un peu différent par rapport à la France, c'est que, en tout cas, moi, dans mes expériences, je trouve que les Français sont très passionnés par leur travail, ils adorent en parler, ils adorent y être, ils adorent être à la machine à café, ils adorent les battre. Alors que le Norvégien, je trouve qu'il est plus sur un mode aller se part le plus vite possible pour être avec ma famille. Je veux être très efficace. Très efficace. Et je trouve que le milieu du travail en France est légèrement plus convivial. Il y a plus de conversations, voilà, on fait des vrai. imaginaires, des pauses café plus longues, le repas dure plus longtemps, on connaît bien ses collègues. Et du coup, est-ce que vous avez eu un enfant en Norvège ou avant? Comment ça s'est passé? On a eu un premier enfant à Paris quand on a eu chacun 30 ans, qui est Émile aîné, dans Paris intramuros toujours. J'adore. Donc je travaillais chez Heineken à l'époque, donc l'entreprise de bière, et puis ça faisait 3 ans que j'étais là-bas. J'avais fait un peu le tour, c'était super sympa, mais j'avais envie de bouger. Et Louise a dit, bah, c'est peut-être l'opportunité de prendre des enfants, comme on s'est dit, d'aller en Norvège. Et donc, du coup, on a déménagé avec Émile, qui a alors que 3-4 mois. Ah oui, vous êtes lancé dans ça. Donc, j'avais fait un petit congé de paternité de 11 jours à l'époque. Ah oui, le classique, Le le français. classique. Enfin, maintenant qui a été rallongé quand même. J'étais à 28 jours maintenant. Mais je sais pas quelle est ta position sur ça ou ce que tu en penses, mais j'avais entendu qu'en tout cas quand ça a commencé, tu avais droit à ce mois, mais c'était quasiment mal vu de le prendre, ou c'était délicat. À Paris, enfin en France, je trouve qu'on a encore une position. En fait, on va être assez dans le jugement quand un homme prend son congé paternité ou un congé parental.
Pour les femmes aussi, ça peut être aussi des moments délicats, ça je veux pas le dire, mais je trouve que pour un homme, comme c'est pas la norme, on va dire, tiens, s'il prend un congé paternité de 28 jours ou s'il tente un congé parental de 2, 3 mois, ça veut dire qu'il donne le signe à son entreprise qu'il privilégie sa vie familiale par rapport à sa vie pro. La femme, elle peut donner ces signaux-là, mais on va lui dire, ah, ça paraît plus normal. Et je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, j'allais pas du tout concevoir de m'arrêter plus longtemps pour Émile à Paris, parce que personne n'a fait ça dans mon boulot. Mon chef, il voulait que je délivre mes rapports et compagnie. Et en fait, je m'étais dit, si je veux prendre la place du chef, en plus, à un moment donné, et que je commence à mes 2, 3 mois, sachant qu'on était 4, 5 à vouloir progresser. Enfin, c'est des milieux compétitifs, hein. Bien sûr. En 4 mois, il se passe plein de choses en entreprise et tout. Donc, je ne voulais pas lâcher le morceau de viande. Au final, j'ai démissionné, je suis parti en Norvège, mais je m'étais fait toutes ces réflexions. Et ce que j'allais dire, c'est que même, et on va en parler davantage, mais donc là, un congé paternité de quasi 5 mois, j'y ai droit, c'est complètement normal en Norvège. Il y a pas de sujet sur, est-ce qu'un consultant vient prendre ta place? Est-ce que la charge est répartie avec d'autres collègues ou quoi? Mais je suis malgré tout héritier de cette empreinte française, d'un peu de culpabilité de le faire, de pas être 100 à l'aise avec ça, de comment ça va être perçu, par mon boss, par certains collègues, pour mes perspectives d'évolution. Ça reste quand même, ancré en soi et pourtant j'ai peu travaillé en France. Et moi, j'étais dans ton cas aussi, quand ma deuxième, elle est née, notre deuxième enfant est né en Norvège, j'avais du coup aussi le droit à ces 3, 4 ou 5 mois de congé parentaux. Mais moi, je voulais pas les prendre. Hein. Pas, non, mais j'étais hyper inquiet. Et Louise, mon femme, elle comprenait pas, elle ne comprenait pas. Elle dit, c'est ton droit, c'est la norme, tout le monde fait ça. Et elle m'a dit, mais parle avec d'autres pères. Parce que du coup, elle m'a encouragé, elle a pris la liste de tous les mecs de son entourage qui avaient pris au moins 5 mois de congé paternité. Et elle a dit, allez boire un café avec Tristan pour leur expliquer que c'est normal et que ça va pas tuer votre carrière et que tout le monde le fait. Et c'est l'importance de la norme, en fait. Donc, je reviens toujours exactement. Si tout le monde le fait, tu le fais, c'est normal, tu te poses pas de questions. Après, faut pas être naïf non plus. Hein. Si tu fais un congé parental grimpant, Il peut se passer des choses. et quand tu fais d'autres choses, tu peux te faire griller des promotions que tu voulais. Mais ça, c'est. Mais c'est pas un frein non plus parce que moi je vois en tout cas des femmes qui après leur congé mat ont même des promotions. Oui. Ou Ça en bouge. pour changer de poste Oui. aussi, Et ce qui est en plus très juste, c'est que de toute façon, si les femmes passent par ces étapes-là, il y a, dans une société qui essaie d'être plus égalitaire, il n'y a pas de raison que les hommes ne passent pas par ce étape-là non plus. Donc, je reste persuadé que le modèle norvégien est hyper inspirant et qui nous fait passer par des émotions ouais. dont on n'a pas l'habitude, nous les hommes, et qui, par conséquent, en fait, et d'ailleurs, c'est un peu de ces émotions que j'ai eues qui est partie mon idée de faire un blog sur la paternité à Oslo, parce que je dormais pas la nuit à cause de ce congé pat, parce que j'avais l'impression quand à des de nos psy que j'avais m'embêté à la maison. Je devais aller dans le bureau de ma manager pour lui dire que je prenais 5 mois, mais je transpirais comme un fou, parce que je garde. Et donc, quand j'ai vu que tout ça se passait en moi, ça se passe chez ma femme, j'ai envie de le raconter. Ouais. Et voilà. Et t'as commencé quand du coup ton blog? Et donc, je suis arrivé en Norvège à 30 ans. Et Nora, elle est née quand j'avais 33 ans. J'ai commencé le blog 3 ans après mon arrivée en Norvège. J'ai commencé 6 mois avant mon congé paternité. Donc elle était déjà née? Elle allait naître. Elle allait naître, ok. Mais du coup tu réfléchissais déjà beaucoup dessus et ça t'a Oui. des Ça besoins. a été un peu un désultoire, en fait, limite. Oui, je voulais partager les émotions positives, négatives avec mes potes, mes amis, ma famille, juste leur dire, c'est ça que je vis en ce moment, je sais pas trop quel mot mettre dessus, Ah ouais. enfin je dis, je sais pas trop quel mot mettre dessus, mais l'écrire un blog, ça te fait mettre des mots en mestant. Et donc du coup, j'aimais bien raconter des petites histoires avec des jeux de mots sur ce que c'est que d'être papa à Oslo. Mon leitmotiv, c'était tout ce qui se passe aujourd'hui avec Nora, ma fille, que j'ai pas vécu avec Émile, tu le racontes. Et donc, j'ai disséqué un petit peu toutes les micro-scènes de vie que j'avais. Est-ce que tu as un exemple d'un Il y en a tellement. Il y a, celui qui m'a fait partir, c'est justement, j'étais dans le bus pour aller annoncer à ma chef que j'allais prendre 5 mois de congé paternité. Il neigeait à Oslo. J'étais dans le bus. J'étais stressé. Transpirant, comme aujourd'hui, j'ai raté ma station. Et en fait, il y avait ma chef marketing qui partait et je voulais son poste.
et j'étais stress, j'étais angoissé. J'ai fait une école de commerce, moi, vraiment, ouais, pour moi, il n'y avait pas dans le schéma que j'allais m'absenter pendant ce moment. Et donc, cette scène où je suis dans le bus et je commence à penser à mes sœurs, qu'est-ce qu'elles ont vécu, je commence à penser à mes anciennes collègues de chez Heineken qui me parlaient de ça. Il y avait des collègues femmes qui me parlaient de ça en France, je n'avais rien à foutre. Ouais, ouais, non. J'étais vraiment genre, en mode, mais c'est quoi ces histoires de parentalité, tout le monde passe par là. Et en fait, quand ça t'arrive à toi, bah, tu commences à te dire, à être ouvert à comment ça se passe pour les autres. J'en profite pour montrer qu'ensuite, ce blog, au bout de combien de temps, c'est devenu un livre? La barbe et le biberon. Alors, dans l'ordre, j'ai eu le blog. Mhm. J'ai écrit toute cette micro-scène dont je vous parle. Ouais. Il y en a eu une soixantaine. Mm. Et puis après, il y a une maison d'édition qui m'a appelé pour me dire, on a vu votre blog, vous avez été assez visible finalement en France parce que certains de mes articles étaient repris par des médias comme le Huffington Post, Mhm. etc. Et elle m'a proposé d'en faire un livre. Et donc, La Barbe et le Biberon, ça retrace ta vie d'un Français en Norvège qui vit son mois de congé paternité. Et est-ce que tu veux nous en lire un petit exemple si tu arrives à le retrouver? Est-ce que je te vous fais le jour où j'ai annoncé mon congé de 5 mois à ma chef? Allez. Ce jour-là, ma barbe est mon unique signe de virilité. Je ne peux pas me cacher derrière elle. Je vais affronter la modernité en officialisant mon choix auprès de ma chef. Parmi tous mes blocages de sujet d'un non-congé paternité, c'est demande les conséquences sur ma carrière qui m'inquiètent le plus. Je ne sais pas comment ma chef me va réagir, surtout que j'ai la mauvaise idée de lui demander une promotion le même jour. Comme tous les matins, j'emmène Émile au jardin d'enfants. Sur le trajet, nous jouons sous la pluie à reconnaître les marques de voitures. Avec fierté, il les identifie toutes. Volkswagen, Toyota, Audi. J'avais réussi à lui faire préférer Peugeot, mais il a vite changé pour Tesla et ses modèles électriques de luxe qui ont envahi Oslo et dont le succès illustre à merveille la société norvégienne, riche, soucieuse de l'environnement, moderne, voire en avance sur son temps. Je salue Amel et les pères des copains d'Emile, mais je ne me table pas. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur, juste angoissé à l'idée de me rendre au rendez-vous de 9 heures. Au moment de me diriger vers le bus 31 qui roule à l'électrique, fidèle à ma routine d'expatrié, je lance ma playlist de chansons françaises. Dans le bus bloqué dans les embouteillages, je pense à mes sœurs et à mes anciennes collègues de France qui ont annoncé leur congé maternité à leurs responsables. Elles m'ont raconté leur stress et leur angoisse de rater une belle occasion, avouer leur culpabilité de laisser trop de travail à leurs collègues, faire part de leur frustration de devoir arrêter des projets intéressants, leur crainte de voir le ou la remplaçante effectuer un meilleur travail et même de leurs inquiétudes de s'embêter à la maison. Rarement un homme est exposé à ce processus et j'y suis. Michel Sardou chante dans mes oreilles. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais à l'étrange drame d'être une femme. C'est non ça, ce matin je suis une femme enceinte vivante. Le drame d'annoncer la nouvelle à sa chasse. Ce que j'aime beaucoup, comme on l'a dit juste avant, tu as pris le temps de poser des mots sur ça. Alors qu'en soi, sinon c'est que des bouts d'émotions de la grossesse, l'accouchement, ce qui se passe dans le perso, ce qui se passe dans le pro. C'est dur à digérer tout ça. Oui, parce que le congé paternité, en fait, ça touche ton rapport à l'éducation, à la famille, au travail, à des concepts hyper compliqués aussi, genre masculinité, virilité, où il est hyper compliqué de trouver les bons mots sur ces, sur ces genres de sujets-là, parce que c'est un peu intellectuel, technique, et de manière générale, sur l'image qu'on renvoie de soi-même. Dans les sociétés actuelles, prendre un long congé de paternité ou un petit, ça dit beaucoup de soi, de quel type d'homme on est. C'est un marqueur identitaire. Il y en a qui n'ont rien à foutre de c'est quoi cette histoire. Puis il y en a qui vont vouloir s'arrêter 2 ans pour s'impliquer dans l'éducation des enfants. Ça dit beaucoup de soi. Ouais, puis en France, quand il y a un père qui a décidé d'être père au foyer, par exemple, on le voit sur toutes les chaînes de la télé. Oui, voilà. C'est quelque chose de rare. C'est rare. Et d'ailleurs, cette vedettisation agace certaines femmes, et à juste titre, hein, Bien. beaucoup de femmes le font. Et moi, j'ai ma petite théorie, peut-être de psychologue de comptoir, mais je trouve que si des couples vivent mal cette période de la petite enfance et arrivent à se séparer, notamment en France, je trouve aussi que c'est parce que il y a justement cette différence, Aussi, oui. ce fossé où la mère prend plus en charge cette petite enfance et que le père comprend pas, du coup n'a pas peut-être les bons mots ou le bon soutien. Et ça amène certainement à des védiclash qui amènent aussi certainement parfois à des ruptures. Et je me dis, parfois, s'ils étaient en Norvège, ça se trouve, ils n'en seraient pas arrivés là. Et toi, Tristan, en quoi le congé paternité en Norvège a influencé ta relation avec tes enfants ou a influencé ton rôle de père? Parce que tu avais déjà vécu un congé paternité en France, donc comment tu penses que ça a influencé ça?
En fait, justement, comme déjà j'ai développé de l'empathie avec Louise, j'ai compris le coup mieux. Parce que j'ai vécu, comme tu dis, ce qu'elle, elle vivait, donc on s'est mieux compris. Ça m'a permis, en fait, bon, déjà d'avoir une relation plus apaisée dans le couple que pour le premier enfant où elle faisait tout, j'étais juste dans le soutien. Je l'ai mieux comprise. Et elle, de son côté, elle a un peu plus lâché prise sur l'éducation des enfants. Je raconte sur un petit peu dans le livre l'épisode des post-it parce que quand j'ai commencé mon congé paternité, je ne sais pas si tu as fait ça avec Alban, mais moi, Louise, elle n'était pas forcément très à l'aise avec le fait de me laisser seule avec les enfants pendant plusieurs mois. En tout cas, au début, elle voulait un peu que je la rassure. J'ai dit, je vais le faire aussi à ma manière. Il faut que tu acceptes que ce sera fait un peu différemment. Et il y en a qui n'acceptent pas forcément. Oui. Mais il y a aussi des routines à respecter. Et du coup, moi, j'ai fait plein d'autres choses qu'elle, elle n'a pas faites parce que je l'ai fait à ma manière. Et ça, elle a mis aussi un peu de temps à l'accepter. Je trouve que ce congé paternité, il a énormément renforcé les liens que j'ai bâtis avec mes enfants. Aussi, parce que par rapport à la France, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'en Norvège, il est alterné le congé. Le père est seul avec les enfants. On n'est pas deux à s'occuper d'un enfant. Et donc, ça change tout, puisqu'on passe de copilote à pilote. Et en étant pilote, on peut se tromper, mais c'est nous qui dirigeons la relation, entre guillemets. On ne va pas attendre l'instruction pour faire quelque chose. Et j'ai remarqué que pour lui, c'est un travail sur elle de laisser Bien sûr, relation. ça je peux comprendre. Après, forcément, j'ai passé 5 mois non-stop avec ma fille. J'ai tissé beaucoup de liens. En plus, c'est une époque où elle apprenait à marcher. Et donc, il y a un peu plus d'interaction déjà avec le bébé. Et ça, c'est un gros frein pour beaucoup de pères. On a du mal au début quand il n'y a pas d'interaction. On dit souvent, les gars, il leur faut un échange, les jeux, les dit. Et c'est un peu bête aussi, mais c'est une réalité. Et d'un autre côté, les mères, le congé mat, il est aussi un peu plus cool parce que le bébé dort plus longtemps, de 0 à 6 mois qu'après. Si t'as pas les coliques et tout ça, c'est vrai que ça peut être plus calme en tout cas. Et alors que nous, on peut avoir, notamment c'était le cas avec Gisèle l'aînée, c'était soutenu quoi. Ouais. Oui, puis les premiers mois, tu dors pas beaucoup. Si tu as de la chance, pendant le congé pat, si ça se trouve, ton bébé fait déjà ses nuits. Mais les nuits, d'ailleurs, qui chez vous se levait pendant le congé mat? Qu'est-ce qui se lève pour donner du Ben moi, j'ai pas allaité, donc on pouvait tous les 2 se lever et le congé paternité, c'est Alban qui se lève Ouais. et congé maternité, c'était moi. magnifique? Moi, de toute façon, j'avoue, parfois, je faisais semblant de ne pas entendre les pleurs parce qu'on n'a pas on n'a pas la même réaction aux pleurs. Souvent, il y en a qui, il y a un petit pleur, on y va tout de suite. D'autres laissent la pleurer. On s'embrouille tout le temps sur ces sujets-là. C'est le grand classique. Ça fait 10 ans que je suis dans les questions de parentalité, paternité. Ce qui est très délicat, c'est que de dresser des généralités, parce que chaque histoire est personnelle. Un couple, c'est 2 éducations différentes, parfois des modèles différents qui se rencontrent. Moi, ma femme, on va dire, elle est un peu plus organisée, structurée que moi. Et moi, je suis plus bordélique. Et voilà. Et donc, ça va se ressentir quand on demande la parentalité. Et ça va créer des Différents, différentes. des challenges. Enfin, moi, avec mes copines, on trouve quand même qu'il y a quelques similarités entre nos compagnons. Il paraît que nous avons une très mauvaise audition la nuit. Ça, c'est possible. Je crois qu'on retrouve ça. Je pense que la prochaine génération, elle sera moins comme ça, puisqu'elle aura vécu avec le fait que leur père a fait 5 mois de congé paternité, donc ils vont se dire, bon, c'est mon tour, c'est mon tour. T'imagines, les jeunes garçons iront demander conseil peut-être à leur papa pour s'occuper de leur bébé, c'est génial ça. Bah ouais. Est-ce que t'as déjà vu ça peut-être en Norvège déjà? Ça arrive avec la génération précédente? Je ne sais pas si ça arrive, mais moi, je vois que Nora, avec qui j'ai fait 5 mois de congé paternité, dès qu'il y a un petit pleur, ou quoi, elle va plus vers moi que vers sa mère quand elle a un petit bobo, un petit pincement au cœur ou quoi. Donc, en tout cas, peut-être qu'il y aura moins un réflexe maternel Ouais. dès qu'il y a un problème. Bah, moi, j'ai trouvé que justement, tu disais tout à l'heure que vous aviez la période un peu autour des 10 mois de l'enfant. C'est aussi la période où généralement ils ont cette peur de l'abandon. Et j'ai trouvé que pour les 2 filles, Ouais. quand Alban faisait son congé paternité avec elles, après, c'était des sangsues avec lui. Elles étaient très filles à papa suite au congé paternité, quoi. J'ai trouvé que, ouais, pour les 2, Mais en même temps, quand heureusement qu'au bout de 7-8 mois, en fait, elle goûte enfin au meilleur, quoi. Et moi, ma fille, par exemple, Nora, comme mon congé paternité, on se faisait parfois les siestes. Moi, je m'allongeais dans le lit et je la faisais dormir sur mon ventre parce qu'avec ma respiration, elle entendait, elle dormait tout de suite. Et du coup, ouais, pendant 5 mois, elle a dormi 1 heure, ses siestes de 1 heure et demie sur le ventre de son papa.
Voilà, c'est des moments de vie qu'on n'a pas en France. C'est clair. Quelle activité tu faisais avec elle pendant ton congé paternité? Alors voilà, donc en plus, comme ça, je faisais un blog. Donc, il fallait que je nourrisse le blog avec des histoires. Parce que raconter des histoires en tête à tête avec des enfants, c'est quand même dur d'être un peu innovant, marrant, de raconter. Il se passe un peu toujours les mêmes choses. Et ce que j'ai trouvé de remarquable, c'est que la commune d'Oslo, je sais pas si toi, tu as pu en profiter, organise énormément d'activités pour les enfants. Et donc, il y avait une application qui s'appelle Oslo Barshotid. Tu te géocalises et elle te dit quelles sont toutes les activités avec enfants qui se passent autour de chez toi. Mais attends, on n'en a jamais entendu Attends, parler. et que fait la Station, le centre de santé? Ça te dit chorale pour enfants, baby chino, baby yoga, baby swimming, des cours. J'avais été invité justement voir ma health station à la journée du papa, où tous les pères de Gruner local, là où j'habite dans le quartier, se réunissaient pour leur première semaine de congé paternité. Et donc j'avais rencontré une vingtaine de pères ce jour-là avec leurs enfants. Et donc du coup, j'ai pu faire un groupe de naissance, comme on dit ici, avec les pères. Et alors les activités qu'on faisait, c'était, il y a beaucoup, la numéro un, moi, c'était Den Norske Turistforeningen, l'association Oslo Nature, balade en poussette tous les mercredis matins, je crois. Je sais pas si vous l'avez fait, d'ailleurs, dans votre quartier, là, il y en a beaucoup. Oui, il y en a pas mal. Alors, c'est vrai que par exemple, au début, sur une vingtaine de parents, il y a 3 pères et 17 mères. Donc tu vois quand même que c'est quand même plutôt les mères qui font ces activités-là. Parce que quand je demandais à d'autres pères, tu veux pas venir avec moi? Et il y avait des pères qui disaient, ah, c'est un peu compliqué, 3-4 heures de balade en forêt avec ma fille, moi, je suis pas sûr d'être capable. Il y en a quand même qui sont pas tous à l'aise. Et comme moi, j'avais un blog, il fallait que je raconte des choses, mais t'as dit, écoute, J'y vais coûte que coûte. j'y vais coûte que coûte. Toi et moi, on y va, c'est parti. Pour 4 heures, on aura des histoires. Ça, c'était pas peur de te retrouver au milieu de la forêt, qu'elle est faim, qu'elle est Ouais, hein, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu une fois où j'ai oublié la tétine, par exemple, et du coup, j'ai un papa qui m'a voulu donner la tétine de son enfant. Ah, trop sympa. J'ai jamais dit à la femme parce qu'elle voulait jamais qu'on prenne la tétine des autres enfants. Ouais, ça. Mais tu sais, le premier enfant, quand la tétine, elle tombe par terre, tu vas la stériliser dans l'eau bouillante. Et deuxième enfant, tu lui passes un petit coup de l'eau au dos. Et le troisième, tu fais rien, tu lui dis arrête. Avec les cailloux. Avec les cailloux, comme ça, elle serait immunisée. Balade en forêt, je faisais beaucoup de baby swimming à la piscine de Teuyen. Je me fais découvrir le baby yoga, cours de cuisine avec enfants. Ah, super. Ah ouais, J'ai pas essayé. ouais, municipalité d'Oslo, trop bien. Mais pareil, à chaque fois, j'avoue, j'étais quand même un peu le seul mec. Ouais, parce que baby yoga, j'ai pas vu. Moi, j'en ai fait pour notre première et j'ai pas vu beaucoup de papa. Pourquoi fêter ça, le mec? Moi, je pense que c'est justement parce que le rythme d'un bébé plus grand est un peu plus difficile à gérer en termes de mobilité. Tu as les siestes bien établies, c'est plus forcément des longues plages horaires. Il y a d'autres raisons. Ils ont besoin de bouger, donc quand tu es en train de faire du yoga, et ils sont un peu partout, quoi. Oui, mais les Norvégiens, ils sont tellement forts pour inclure. Il n'y a pas de problème, si l'enfant pleure, si l'enfant est agité. C'est pas trop, on va pas te regarder comme si c'était un mauvais père ou une mauvaise mère, ça fait partie de la vie. Ouais. Donc tu te sens quand même à l'aise. Puis il y a les Open Barnehage, vous avez ça, les classes Alors ouvertes. ça, justement, je suis content que tu le cites parce que ça a été ma bénédiction. Ouais, parce qu'au début, je savais pas trop, comment organiser mes journées. Moi, j'étais contrairement à Lucie qui a fait un peu toutes ces activités, j'étais pas hyper partant parce que je pense que je manquais un peu de confiance, dans ce que je pouvais gérer avec les repas, les siestes et tout ça. Par contre, quand j'ai découvert, l'Open Barnehage, donc la crèche, on va dire, ouverte où tu restes avec ton enfant, là, ça a été trop bien parce que j'avais du café chaud, j'avais des adultes, qui sont devenus des copains à qui parler et je voyais plein d'autres enfants. Gisèle, on a appris toutes les, comptines en norvégien, donc je l'exposais aussi à la langue norvégienne, ce qui n'était pas le cas chez nous et j'ai adoré, quoi. C'est un super concept. Ouais. Et donc toi, tu as aussi été, bon client des Open Barnehage? Là, moi, ma règle, c'était jamais à la maison. Moi. Je peux voilà. pas, de toute façon, rester à la maison. Moi, j'étais en ville. Il y a un autre truc qui me stressait, c'était d'être seul. J'avais besoin d'autres parents autour de moi pour parler, pour discuter. Voilà, Louise, elle est très différente. Elle est plus, elle aime bien avoir du temps pour elle, donc elle était moins dans ce schéma-là. Mais moi, je pouvais pas trop rester. J'ai écrit sur le groupe Facebook des Français d'Oslo. Jeune papa français cherche autre père en congé pas permité. Et j'ai rencontré des pères aussi comme ça, avec qui on est encore aujourd'hui en contact. Ouais. Quand est-ce que tu prenais le temps d'écrire, tes articles? Ah oui, c'est ce que disait Louise. Elle dit je m'occupe des enfants pendant que tu t'écris tes articles. Elle avait pas trop tort. C'est elle qui est l'article. Mais quand même, il y a des périodes de sieste. Ouais. Les enfants se couchent tôt, 18h30, t'as quand même 20h, 22h, là, tu peux faire un peu de production.
Le dimanche matin, j'allais parfois à la bibliothèque, tranquillo. Et du coup, ta femme, elle est norvégienne. Comment se passe l'éducation à la maison? Est-ce que vous avez une éducation, à la française, à la norvégienne, un peu des 2? Est-ce que finalement tu as pris beaucoup plus de l'éducation norvégienne? Comment tu trouves le un peu la balance? Je dirais qu'on est un peu plus à la française finalement. Alors ma femme, elle est prof d'histoire et prof d'allemand au collège et elle a été prof à Paris quand on habitait à Paris, elle était prof et elle trouve que c'était beaucoup mieux d'être prof en France parce que tu as un respect du professeur, les élèves doivent travailler, il y a des exercices à faire, alors qu'en Norvège, c'est vrai que c'est plus inclusif, c'est plus sympathique comme vie de groupe, mais les parents appellent tout le temps: «Ah, mon enfant doit pas faire, d'exposé demain parce que il est stressé», donc elle trouve qu'en fait la culture Ça manque de cadre. ouais, ça manque de terre, c'est trop permissif Mm. et on est plus sur un schéma un petit peu, français, un peu plus strict. Tout est relatif forcément dans l'éducation, mais en tout cas, les enfants vont à l'école française, par exemple. Mm. D'accord, donc ta femme, elle était d'accord depuis le début, que ça serait l'école française? C'était ouais, limite elle, puisque si elle avait bien aimé en tant que prof ou... Bah, déjà, elle trouvait que quand toi, t'es prof et que tes enfants, déjà, vont à l'école, tu te surimpliques un petit peu dans l'éducation. Donc, du coup, elle trouvait comment il y avait une distance, c'est pas le même programme, c'est pas la même manière de faire. Donc, elle, ça lui permet aussi de pas être prof à l'école et prof à la maison. Ouais. Ok. Et là, je comprends aussi. Est-ce qu'ils avaient fait quand même le jardin d'enfants, Oui, dans le système norvégien? on a fait le jardin d'enfants dans le système norvégien et oui, Primaire. primaire à l'école. Donc ils sont rentrés grosso modo au CP, c'est ça, Ouais. à l'école française. C'est exactement. Et dans vos habitudes plus, à la maison, tu dirais que vous êtes, Alimentaire. Non, bah, on mange quand même une tôt vers 17h30, 18h. ouais, ça c'est plutôt, Plutôt dans le norvégien. déjà. Après, c'est quand même entrée, plat, fromage, dessert, ce qu'on mange. D'accord, donc là, Moi, j'ai- plutôt sur la France. J'aime bien faire une salade en entrée. J'avais pas commencé par le plat principal, donc j'aime bien faire des petites salades, des carottes et tout. Et on a quand même, il n'y a pas de cantine à l'école, donc on fait les maths paquets. Enfin, c'est un bon choc culturel, même. Bah, La culture de la boîte à lunch. ouais. C'est quand même pas très Sexy. sexy. Enfin, je veux dire, Louise, elle leur fait des sandwichs, mais j'écoute pas, mais elle met beurre et pâté, par exemple, voilà. Ou beurre et brunost, ça, c'est tous les trucs qu'on Ouais, ça c'est un peu dur pour nous. ma fille Nora, à un moment donné, elle aimait bien les tubes jambon fromage. Non utilisé pour l'éducation du chien, le fromage en tube. Désolé. Désolé. Désolée, Ah, non, oui, aux 5,5 millions de Norvégiens, je vous présente des excuses. C'est plus conseillé par la prof. Mais je trouve que ce qui est nul en Norvège, c'est qu'il n'y a pas de cantine pour les enfants dans les écoles, et donc du coup, leur relation à la nourriture est pauvre de manière générale. Il y a un manque d'éducation autour des légumes, enfin, je veux dire, beaucoup de dramatique, et c'est beaucoup de pain. Et est-ce qu'il y a alors d'autres marqueurs de la culture peut-être norvégienne chez vous? J'ai tellement un couple pas Eh français oui. du tout à la maison. Enfin, et là, dire qu'on a une troisième enfant maintenant, elle parle norvégien, parce qu'elle en parle de la règle norvégienne. Donc, tu sais, c'est des phrases qui commencent en français, qui finissent en norvégien ou l'inverse. C'est un petit peu le bordel. On joue beaucoup à des jeux de société, des jeux de cartes. Les jeux de cartes, c'est très français. Enfin, tu vois, on joue à la belote, au tarot, aux mains vertes, des trucs comme ça. On est très français quand même, Ouais. finalement, je trouve. Est-ce que tu penses que c'est une force que Louise soit dans les langues et parle le français? J'ai l'impression que dans les couples biculturels, au final, c'est vraiment une force quand l'autre peut parler la langue et pour l'intégration et l'harmonie de la famille, c'est un plus. C'est plus, ouais, parce que du coup, on est tous inclus dans les discussions, qu'elles soient en français ou en norvégien. Elle, en plus, elle n'avait pas étudié le français. Et quand elle arrivait à 25 ans à Paris, elle a trouvé un poste de prof d'allemand dans un lycée ZEP à Paris. Alors, je te dirais, déjà, le lycée ZEP, c'est compliqué, mais alors l'allemand dans un lycée. Et donc, elle a été jetée dans le bain comme ça. Elle ne parlait pas un mot de français. Elle lui a enseigné l'allemand à des collégiens. Et elle a dit que c'était une des meilleures expériences de sa vie parce que c'était la plus dure. En 1 an et demi, elle parlait français. Et puis après, elle a trouvé au moins justement qu'elle arrivait à faire évoluer des enfants qui étaient vraiment nuls, à leur faire un peu baragouiner. Et elle voyait que ça avait un impact, alors que là, elle est prof dans un collège un peu bourgeois. Les enfants vont s'en sortir dans tous les cas, et l'allemand, de toute façon, ils n'en ont un peu rien à faire, et ils n'en ont pas besoin. Donc, elle trouve qu'il y a moins de challenge, en tout cas en Norvège. Tu as rapidement parlé norvégien?
Quand même, je me suis bien débrouillé, j'ai pris des cours intensifs, on a parlé beaucoup norvégien à la maison. La barnehage aussi avec l'enfant, les enfants qui sont barnehage, je parlais beaucoup norvégien, donc je suis beaucoup moins fort en norvégien qu'en français. D'ailleurs, quand je parle en norvégien à mes enfants dans le tramway, ils ont la honte. J'adore faire ça le matin, quand on va à l'école, je parle fort en norvégien, dans le tramway avec mes deux enfants. Et papa, arrête, la honte, c'est la honte. Et est-ce qu'il y a des aspects de la vie en Norvège qui sont pour toi un peu plus, difficiles, Donc moi, ce que je trouve rigolo, pas vraiment difficile, mais là, par exemple, je vais commencer un nouveau boulot. Je sais pas si ça vous a fait le cas, parce qu'on est français, et être français en Norvège, c'est plutôt bien vu. En général, de manière générale, les Français, ils ont un peu la cote, les gens sont très francophiles, ils aiment bien. Mais je trouve quand même que tu es quand même français. C'est-à-dire que c'est un peu sur ça toujours dont on te passe, un peu les clés d'entrée des conversations. Parfois, je trouve que justement, tu as envie de dire, écoute, on peut parler d'autre chose que... Mais c'est aussi par rapport aux rapports sociaux, etc. C'est super parce que du coup, comme c'est pas forcément toujours des gens qui sont à l'aise à parler à des gens qui connaissent pas bien, au moins il y a un sujet d'accroche. Je me suis beaucoup intégré dans la société norvégienne. Je joue aux échecs, par exemple. Disons un joueur d'échecs, Magnus Carlsen, qui est champion du monde. Donc, il y a un bar à échecs qui a ouvert à Grenoble. Des fois, il y a des soirées, on va dans le club et dans le bar et on regarde Magnus Carlsen jouer. Énorme. Oslo, ça t'offre ça. À Norvège, enfin, il a dit, peu importe tes passions, tu vas les trouver. tu as réussi à t'intégrer Voilà. via tes passions? Voilà. Et du coup, tu as des habits, tu as les passions. Et je pense que c'est ça qui est peut-être ce qui permet de faciliter l'intégration ici, c'est vraiment justement, bah, ce qu'on a en commun, c'est qu'on joue aux échecs ou qu'on joue au ping-pong. Et pas, et donc, du coup, on peut avoir des discussions un peu plus sympas. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Nous, on avait remarqué aussi qu'on s'était beaucoup plus intégrés une fois qu'on avait eu un chien avec, ben, du coup, on rencontrait des personnes qui avaient des chiens et ça a créé le lien direct et après avec certains, on est devenus, des amis à force de se croiser, surtout quand on était à Tøyen et qu'on allait souvent dans les mêmes endroits pour promener notre chienne. Bah, c'est comme ça qu'on s'est fait certains amis. Quelle est ton identité, toi? Est-ce que tu es devenu depuis, franco-norvégien? Et je parle pas, question, papier, je veux dire vraiment toi, comment tu te sens aussi avec ta famille, ta femme? Je pense que je reste à me sentir très français. Au final, j'ai la possibilité de prendre la nationalité norvégienne. Je suis marié depuis 15 ans. J'habite en Norvège depuis 10 ans. Mais je me le sens pas. Je me sens toujours français. Alors, pour autant, j'aime bien suivre le débat politique en Norvège. J'aime bien voter pour les élections communales et tout ça. Je m'intéresse à la vie, on va dire, médiatique et politique norvégienne, donc j'ai une relation avec ça. Et j'ai pas besoin de prendre des papiers comme tu dis, mais c'est surtout que, bah oui, j'ai eu nos enfants dans l'école française. Je vois quand même que quand on regarde le biathlon à la télé, on est pour les Français, pas pour les Norvégiens. Mon fils, par exemple, quand il voit les Norvégiens contre les Français, il va plutôt supporter les Français Ouais. alors qu'il a la double nationalité. Quand il y a des journalistes parfois qui veulent venir en Norvège, ils tombent rapidement sur mon profil et ils me contactent. Ouais, ça m'arrive très souvent. Et donc, j'ai déjà été intégré dans des documentaires. J'ai dû faire France 2, France 3, M6. Et donc là, M6 Enquête exclusive voulait faire. Grande fan d'Enquête exclusive, là. C'est vrai? Ah ouais, elle adore. Ta sœur, bah alors écoute l'histoire. Enquête exclusive m'appelle en me disant on veut faire un reportage sur la Norvège. Elle les avait déjà contacté deux, trois autres Français, bon, dans le Norvège, ils en ont déjà contacté. Mais voilà, nous, on va faire un reportage sur le pétrole, sur le gaz, mais on veut aussi montrer la vie quotidienne d'une famille en urbaine et tout. Est-ce qu'on pourrait vous montrer votre quotidien à Oslo? Et donc, ils viennent, donc ils filment le petit-déj. Je les emmène dans la barnehage de norvégienne avec tous les drapeaux LGBT dans les Ouais. couleurs pour leur montrer de l'inclusion et tout. C'était comme des fous. Je leur montre un petit peu le recyclage. Enfin, il faut montrer plein de brises là-dessus. Et puis, il rentre à Paris, je suis trop content et tout. Puis là, il m'appelle il y a 2 jours et il me dit, mais en fait, il nous manque un truc un peu plus dans la connexion avec la nature, un peu plus difficile. Ne faites pas des trucs un peu plus durs que ça. Tu recherches vraiment la caricature. Et là, il y a ma femme qui appelle sa mère parce qu'en fait, on a un chalet sans eau ni électricité. Ah, le vrai de vrai. Le vrai de vrai. Le chalet sans eau ni électricité pendant 4 jours avec des enfants, c'est un peu costaud. Et donc, moi, je suis pas très chaud, moi. Et Louise, elle a dit non, non, on va les emmener 3 jours dans ce chalet avec nous, sans eau ni électricité, là, dans 2 semaines, Avec les enfants. avec les enfants.
Ils étaient combien les journalistes? Non, on n'a pas encore fait, ils sont 3, ils arrivent là dans 2 semaines. Mais j'adore! Parce qu'il leur manque une seule pour Enquête Exclusive. Bah, tu parles, ils voulaient revenir ici, ils ont kiffé. Ce qu'il y a là-bas qui est chouette, c'est qu'il y a une sorte de construction d'un jacuzzi un peu naturel, où tu te baignes dedans et tu te sautes dans la neige après et tu reviens. Ils vont adorer. Et après, il me dit, mais tu peux pas te baigner dans l'eau glacée? De toute façon, si tu viens, si ma femme, elle le fera, même moi, je n'irai pas. Ah, il dit, ah, je de cette scène. Mais je disais ça, pourquoi? Parce que par rapport à ce que tu me demandais sur ce qu'on faisait Des Norvégiens, des Norvégiens à la maison. Et en fait, ma belle famille, elle m'apporte un peu C'est vaincre de ce côté-là. Et après, on fait nos grandes balades en ski de fond dans cette région, qui est la région de Val d'Resse. On mange du rakfisk, là, le poisson un peu fermenté qui est trop bon. Et mon beau-père m'a fait découvrir même du cœur d'élan séché, tous ces trucs-là. Ah, mais j'adore! Oui, oui, oui. On est très nord. J'adore, en fait, ouais, tous les produits un peu bruts, quoi. Attends, mais toi, tous les week-ends, tu pars en enquête exclusive, quoi. Bah ouais, je pars. Rendez-vous en terre inconnue. Exactement. Mais en fait, en tout cas, j'essaye de montrer un petit peu. Mais ça reste assez cliché parce que c'est pas vrai de dire que c'est notre quotidien ici. On y va 2 fois par an. Mais on le sait quand Mais même. ça en fait partie quand Voilà. même. Enfin, ils ont quand même l'Aïta sans électricité, sans eau, Ouais. parce que ça devient de plus en plus rare. Ils t'inculquent à toi, à leurs petits-enfants, à ta femme qui devait connaître avant, mais qui continue de le faire, cette culture-là aussi, quoi. C'est sympa. Mon beau-père, il m'a fait. On va dans la forêt, on m'a coupé le sapin de Noël dans la forêt. J'avais fait en Finlande, j'avais adoré, c'était fou, quoi. Et après, il connaît quelqu'un qui a des chiens de traîneau, mais c'est pas le gros truc hyper touristique, tu vois. C'est la petite ferme familiale avec des chiens de traîneau où tu fais un petit tour, c'est pas un grand circuit, c'est hyper convivial. Donc voilà, donc j'ai quand même des petites connexions norvégiennes avec cette belle famille. Et, et aussi, c'est une partie de ma vie. C'est des choses que tu apprécies. Voilà, énormément. Bah ouais. J'ai montré avant La Barbe et le Biberon, qui est le livre issu de ton blog. Et ensuite, La Barbe et le Biberon est devenu Congé Pâtes, qui là est plutôt sous un format BD. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'on y trouve? Est-ce que c'est c'est juste un format différent du livre? Est-ce qu'il y a des choses en plus ou en moins? Et quel a été un peu le processus aussi pour en arriver à cette BD? Avec plaisir, c'était un super projet où la maison d'édition a dit on était content de La Barbe et du Biberon, on aimerait bien en faire une bande dessinée parce que congé paternité, ça reste un sujet hyper local et important en France. La maison d'édition a trouvé un dessinateur de 25 ans qui habite à Paris et un scénariste et il leur a dit travaillez avec Tristan sur un nouveau scénario pour une BD. Et j'ai travaillé avec des professionnels, donc je ne sais pas si vous connaissez l'univers de la BD, mais en fait, tu as un scénariste qui écrit le scénario et qui dit première page, bulle 1, Tristan, 3/4 de phase, va dire oh là là, j'ai pas le temps de chercher les couches-culottes. Et en fait, ils disent comme ça tous les cadrans à un dessinateur qui exécute. C'est le réalisateur. Voilà, Il a fait le plan, quoi. Il a vu mon livre et il a vu une BD. Et il a écrit la BD basée sur mon livre. Il a pris ce qui était adaptable en BD. Il a rajouté toute une partie parce que mon livre, c'était mon expérience de congé paternité en Norvège. La BD, c'est le parcours qui commence avec ça et qui finit par tout mon militantisme et mon engagement en France. Parce qu'après, je me suis engagé en tant que militant pour allonger le congé paternité en France avec un collectif de pères. Je suis allé beaucoup faire de lobbying auprès des personnalités politiques en France, notamment Adrien Taquet, Marlène Schiappa à l'époque, pour leur dire c'est ce modèle-là que vous devez suivre. Et il raconte aussi toute cette étape de ma vie après le congé paternité. C'est super, l'engagement. C'est dur de faire bouger les choses en France. Le gouvernement disait à l'époque on va changer la loi, mais rien ne se passait. Et du coup, j'avais créé un collectif de 10 pères engagés. J'avais les propriétaires les plus influents sur les réseaux sociaux. Il y avait des centaines de milliers de followers, etc. Et j'avais écrit une sorte d'article en disant pourquoi il faut passer le congé paternité à 1 mois. Et on s'était mis d'accord sur cet article. Et cet article avait vachement fait de bruit. Et je l'avais montré au ministre. 2-3 semaines après, le ministre appelle et dit écoutez, voilà, ça fait longtemps qu'on en parle. Voilà, au moins votre tribune a permis de remettre le sujet d'actualité parce que le problème de ce sujet, c'est qu'en fait, il n'existe pas vraiment. On a des problèmes de dette, d'environnement, de pouvoir d'achat, les retraites, le machin. Nous, on est. En fait, l'enjeu, c'est d'en faire un enjeu. Et en fait, lui, il était presque content
qu'il y ait des hommes qui s'engagent là-dessus, parce que nous, on est passifs sur ces questions. La parentalité, c'est plutôt dominé par les femmes sur des réseaux sociaux et sur des intellectuels. Les hommes sont très faibles là-dessus. On ne s'engage pas sur les questions familiales. Et ils font l'évêque pour parler de congé pas. Il y en a pas. Et donc, on était un peu nouveau. Je te parle de ça, c'était il y a 7 ans. Et donc, il parle un peu de cette trajectoire-là de ma vie où je deviens militant. Il y a beaucoup de personnes différents, profils qui militent pour des congés parentaux, qui travaillent énormément sur ce sujet et qui n'ont pas une bande dessinée avec un life. Et je suis un petit peu privilégié de ce point de vue-là, mais j'en suis très, très, très fier. Toi, tu apportes le côté, voilà, c'est mon expérience et ça devrait être l'expérience de tout le monde et c'est hyper intéressant parce que je pense que pour des autres parents, ça nous parle plus peut-être de lire ta BD que de lire, quelque chose de très politique, donc ça peut parler peut-être à plus de monde et ça peut amener à comme tu dis, à en faire un enjeu. Quels sont les retours, des personnes qui ont lu ta BD? Les autres qui ont lu la BD, ils adorent toutes les scènes avec les groupes de pères. Ils voient des pères en bande de 4-5 en poussette. Les gangs de poussettes de Le père. gomme de poussette de père. Il y a un moment où, justement, avec 4 pères, on va dans un chalet. Ça se passe pas vraiment comme prévu. 4 pères avec 4 bébés dans un chalet. Ouh là là! Ça, c'est un petit peu rigolo. Ça, c'est des épisodes qui marquent pas mal. Il y a l'épisode de la pêche, puisque j'ai rencontré un pêcheur aussi en congé paternité qui m'a fait découvrir la pêche J'adore. avec le bébé dans le sac à dos. Là, ma femme, elle a dit: Tristan, tu vas trop loin. T'as jamais fait de pêche. Tu portes jamais ton bébé dans un sac à dos. Tu vas aller dans un fjord. Si tu attrapes un gros poisson, qu'est-ce qui se passe? Là, on a adoré le dessinateur et ses versions amusées. C'est des moments de vie chez congés parentaux en Norvège qui vont au-delà de combien de temps ça dure et tout à fait. C'est un vrai mode de vie. Et là, par exemple, je travaille chez SATS. Je fais pas de pub pour SATS, mais tu peux aller t'entraîner dans un salle de fitness et on s'occupe de ton enfant. Ça coûte 100 couronnes par mois, 10 € par mois, et tu peux aller t'entraîner. Ouais, c'est ça, ils ont une garderie où Oui. tu laisses ton enfant le temps que tu passes ton cours et tu le récupères ensuite. Euh, Donc ça s'adresse, plutôt aux futurs papas, mais aussi à ceux qui s'intéressent à comment se passe, un congé pater en Norvège et qui pourraient les inspirer à faire de même en France? exactement. Il y a eu la barbe et le biberon, et dès qu'il est sorti, la boîte a voulu en faire quelque chose, puis il trouvait pas le scénariste qui allait en faire un film, comme la maison d'édition allait trouver un scénariste de la BD hyper facilement pour le film, peut-être Dialer. Et là, ça y est, ils ont trouvé le scénariste, et donc du coup, ils sont en phase d'écriture d'un scénario complet. Donc ça va être un film, français. Voilà, un film français qui va se passer en Norvège. Ah, génial. Mais j'adore. Ouais, attends, moi je veux lancer ta carrière d'acteur. Je vais devenir acteur, attends, ouais, de podcasteur à acteur. Surtout que là, tu pourras te mettre vraiment dans le personnage. Ah oui, oui. Et puis je pourrais ramener les cernes aussi sans un peu de temps là. Peut-être qu'il y aura un troisième d'ici là. Ouh Oh là 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 là. Attends, mais j'allais te faire la blague, tu me l'as faite avant. J'allais te dire, bon, c'est pour quand le 4e, pour profiter des clubs SATS avec garde d'enfants. Eh oui, mais ma femme veut pas. Moi, je suis pas contre, j'ai 4 ans d'écart. On est 4 à la maison. Ah oui. J'ai grandi avec une famille de 3 frères, des 4 frères et sœurs. Ok. Mais non, ça va. On approche de la fin de l'épisode et normalement, on a une question qui revient souvent, c'est quel conseil tu donnerais une ou un couple ou une famille d'expatriés qui souhaitent venir en Norvège? Mais toi, je vais être plus précis encore. Quel conseil tu donnerais à un papa ou à une maman qui est sur le point de commencer son congé maternité ou paternité en Norvège? Alors, numéro 1, l'application Barchatid. Donc là, tu peux trouver de l'activité. Numéro 2, se faire un groupe de naissance. Alors, je sais pas si tu as eu un groupe de maman et c'était avec un groupe de papa, mais le groupe WhatsApp avec les 5 ou les 6 pères qui, dans ton quartier, ont commencé leurs congés parentaux, crée-le. Et le Norvégien va pas forcément le faire parce qu'il n'est pas forcément comme ça extraverti, et il va peut-être, en plus, si t'es français, peut-être que tu vas se sentir un petit peu, il va se sentir un peu mal à l'aise, mais vas-y, parce que les Norvégiens, ils sont quand même forts pour faire des activités avec les enfants. Ils ont grandi. Je dis toujours, un mec norvégien, par exemple, qui a 25 ans, aujourd'hui, il sait que dans 5 ans, il va faire 5 mois de congé paternité quand il sera papa. Ouais. Et qu'il a déjà projeté ce moment-là. Ça va pas le mettre dans tous ses états d'aller faire une balade en forêt avec. Donc, eux, ils sont déjà dans le mood. Sortez le plus possible de chez vous, parce que c'est quand même dur parfois, être seul chez soi tout le temps, c'est fatigant. Et j'ai envie de leur dire de raconter votre vie, parce que la Norvège, c'est hyper inspirant. Il y a 3 pays dans le monde, où Norvège, Suède, Finlande, un peu Danemark,
On peut vivre 4 ou 5 mois de congé parental quand on est papa. C'est tout. Le reste du monde ne connaît pas ça. Puis ça claque, hein. Quand c'est dit comme ça fait bizarre, hein. Tu peux le faire dans les autres pays du monde, mais c'est mal rémunéré ou pas rémunéré. C'est ça. Oui, C'est pas la norme. c'est pas la norme. Ouais. Et montrez-vous sur les réseaux sociaux, et notamment, j'ai envie de dire, les papas qui ont un peu des carrières assez remplies. Montrez à la nouvelle génération que c'est normal et que c'est Ouais. possible. Et des fois, en plus, vous êtes un peu vedettisé, vous allez avoir plein de likes et d'engagements. Bravo, t'as pris un congé patron. Et ça va peut-être faire bouger les Et ça peut faire bouger les Mm. gens. C'est super inspirant de voir une personne qui est passée d'un état où elle ne voulait pas prendre un congé paternité à une personne qui milite en France pour faire allonger le congé paternité. C'est trop bien que tu aies pu te rendre quelque part, prendre ce rôle de porte-parole, parce que comme j'ai essayé de l'expliquer avant, c'est vraiment fondamental pour moi de répartir ce congé également entre les 2 parents pour comprendre ces problèmes de charge mentale, d'équilibre dans le couple et au niveau du boulot aussi, la différence des salaires et tout. Pour moi, ça passe par là. C'est là que ça commence. Peut-être même avant et c'est sûr, mais là, pour moi, c'est trop marquant. Il y a trop un gap qu'il faut réduire au maximum. Et si vous connaissez quelqu'un qui va devenir papa, n'hésitez pas à lui offrir la BD de Tristan qui s'appelle Congé Pat, testé et approuvé, et à me partager cet épisode. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Et puis on vous dit à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.